Et j'appelle Quentin Delobel pour Orange à nous rejoindre à côté de Pierre. Voilà. Alors, Quentin, je voudrais qu'on rebondisse d'abord sur l'étude que nous a présentée Pierre. Vous êtes donc le directeur communication commerciale et création chez Orange. Et alors, comment vous travaillez, vous, sur cette notion de prix chez Orange ? Alors, bon, Orange, c'est le leader du secteur télécom, avec un positionnement prix qui est plutôt premium, le tout dans un secteur qui est plutôt tiré par les prix. Donc, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on travaille finalement la valeur, cette fameuse value for money, justement. Donc, la correspondance entre ce que vous proposez et le tarif que vous faites payer, tout simplement. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, un conso peut acheter une marque chère, mais il n'achètera pas une marque trop chère. Exactement. Pierre, on va attaquer tout de suite avec les premiers enseignements de l'étude Kantar, Kantar Insight. Alors, on attaque sur les données, sur cette tendance. Je crois qu'il y a une petite surprise d'abord. Une petite surprise qui a été révélée en juin dernier, et donc certains sont déjà peut-être au courant. En fait, on parle de valeur ce soir, et qu'est-ce qu'on a constaté sur le dernier classement Brandsy Top 100 Monde ? C'est que là, pour la première fois depuis plus de 15 ans, la valeur cumulée des 100 marques les plus puissantes au monde recule. Elle recule de manière non anecdotique puisqu'il s'agit d'une baisse de 20%. Donc vous voyez alors que l'on avait une tendance à la hausse, voire même une hausse assez exponentielle ces dernières années. Donc effectivement, donc la bonne nouvelle là, c'est qu'effectivement ce moins 20%, il est plus impacté par la partie financière de notre évaluation que par la partie consommateur, qui représente à peu près 30% dans notre équation. Et ces 30% de perception consommateur restent globalement stables. Donc il y a encore une fondation solide pour rebâtir la valeur des marques à l'avenir. Alors, autre chose, donc effectivement, c'est qu'on sait effectivement que, notamment en contexte d'inflation, ce qui est important, c'est de préserver un pricing power, donc une attitude, une capacité du consommateur à vouloir accepter un prix plus cher pour la marque, c'est ce que tu disais, Quentin, en fonction de ce qu'elle peut proposer, de la valeur qu'elle propose. Et notamment, on le sait, chez Kantar, on a des dimensions structurantes pour créer cette acceptation, qui sont de créer du sens et créer de la différenciation. Je vais vous demander, Pierre, de bien coller le micro pour qu'on Très bien dans la salle. Ça marche. Alors, du coup, effectivement, quel est le bénéfice de créer une marque forte ? C'est effectivement d'être dans des positions favorables, notamment en contexte d'inflation. Sur ce graphique, vous voyez en axe vertical la force de la marque et en axe horizontal le prix perçu par les consommateurs. Les chiffres que vous voyez apparaître sur cette matrice sont la projection du top 50 des marques françaises les plus fortes. Et les chiffres en plus petits sont la base de données globale Kantar. Donc on s'aperçoit d'une chose, c'est que les 50 marques les plus fortes en France sont dans une position favorable, c'est-à-dire qu'elles ont une force de marque supérieure proportionnellement au prix perçu. Donc quelque part, ça leur donne un avantage comparatif. Elles délivrent davantage de valeur que le prix perçu par les consommateurs. Donc c'est le cas, on le voit, d'entreprises sur le Justify Premium, d'entreprises comme Vuitton, mais sur des positionnements prix moins élevés, c'est le cas d'entreprises comme Decathlon ou Back Market. Donc quel que soit le niveau de prix, on peut délivrer une valeur supérieure à son prix. En revanche, la situation devient plus sensible pour les marques qui sont dans le bas de cette matrice, donc qui ont un positionnement prix relativement plus élevé que la force de la marque. Elles ont deux choix en contexte d'inflation, soit adapter les prix à la baisse, c'est pas ça qu'on va recommander, soit continuer à construire la marque, et donc ce qui est effectivement notre credo, notre croyance profonde chez Kantar. Merci Pierre. Quentin, c'est à vous. Chez Orange, je crois que vous avez choisi d'investir sur la marque, c'est ça ? Oui, enfin surtout ce qui crée de la valeur du coup autour de cette marque. Donc premièrement sur la qualité, vous avez peut-être vu qu'on a été reconnu pour la 13e fois consécutive réseau mobile numéro 1. On est aussi l'opérateur qui déploie le plus et le mieux la fibre sur le territoire. On a des Livebox, une Livebox qui est primée à Las Vegas. Et puis il y a aussi une idée de
de confiance, une confiance qui naît aussi de tous les people qui travaillent chez Orange, qui délivrent un service comme par exemple le prêt d'un téléphone si vous le cassez immédiat en boutique, ou le prêt d'une Airbox si vous avez une panne Internet à la maison. Et puis également tout ce qu'on fait en matière d'engagement sociétaux et d'engagement vis-à-vis de l'environnement. Je pense notamment à notre programme RE, qui permet de réparer, de reprendre d'anciens téléphones, de les recycler et de proposer une offre reconditionnée hyper complète. Donc voilà, valeur. Alors, on va aborder le sujet qualitatif de l'étude. Je crois que vous avez prévu un petit jeu avec la salle. Je vous rassure, c'est très court. Impactant, mais très court. Ouais, mais voilà, donc voilà, essayez, vous fermez les yeux et vous allez penser à l'ensemble de l'économie française et je vais vous demander de réfléchir à une marque qui aurait disparu dans le courant de l'année. Voilà, donc est-ce que vous avez bien ça en tête, Patrick? Est-ce que ceux qui ont une marque en tête peuvent lever la main? Une marque qui a disparu cette année? Allez, on va dire on peut faire mieux, un petit 10%. Hein. Allez, 10% de la salle. 10% de la salle. Quentin, une petite analyse? Ouais. Alors, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on aurait plus de bras levés. Mais néanmoins, ce qu'on voit, ce qu'on constate, et puis ce qu'on a vu aussi à travers l'étude, c'est que ces marques, les marques souffrent. Les marques souffrent, à commencer par le retail. Le retail, avec aussi de nombreuses marques nationales à la clé. Et finalement, quand on regarde bien tout ça, on s'aperçoit qu'il y a une forme de polarisation entre des marques qui s'en sortent plutôt bien, qui sont les marques d'Access, toutes les marques distributeurs, le low cost. Je pense à, par exemple, Action, Shein, Temu, Primark, voilà, qui fonctionnent super bien, qui sont même, on va dire, adulées. Elles ont des fans dans tout le pays et au-delà. Aussi, on pourrait parler de Lidl, Aldi, Decathlon. J'ai envie de faire un jeu de mots qui sont à fond la forme. Et puis, à l'autre bout de l'échiquier, on a les marques de luxe qui performent aussi très fort. Mais on va dire qu'entre les deux, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi d'autres formes de marques à succès. Je pense notamment aux marques très locales, voire aux non-marques. Et puis les marques ou les enseignes qui font de la seconde main. On a tous en tête Le Bon Coin, Vinted. Voilà. Et ces marques-là, elles trustent aussi le podium des marques préférées des Français. Alors comment est-ce que les marques elles peuvent s'imposer comme un modèle, je dirais, à succès, puis comment aussi réaffirmer la différenciation, justifier de la valeur en fait? Puis je vais vous demander d'aller un peu plus vite parce qu'on a du retard. Et puis en plus massiste. Alors, on a identifié 3 approches. L'idée étant de redéfinir le contrat de valeur de chacune des marques et de réaffirmer sa value for money, qui est un sujet que j'ai abordé. La première approche finalement qu'on a identifiée, c'est de miser sur l'excellence. Miser sur l'excellence et en assumant finalement que ça coûte un peu plus cher. Alors là, on a mis des exemples. On a tous en tête, je pense, évidemment, Apple. Alors, tu m'as demandé d'être court, mais quand même, je voudrais raconter une petite anecdote sur Apple. Parce que oui, les produits sont de super qualité, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir tout ce qui est fait autour du produit. Il s'avère que j'ai eu la chance, dû à mon grand âge, de lancer le premier iPhone en France. Et donc d'être invité à Cupertino pour évidemment organiser ce lancement. Et au-delà évidemment de toutes les qualités du amazing iPhone, à un moment, on a eu une réunion dans une salle, une ambiance très solennelle, et on est invité à regarder un packaging sur une table. Et à ce moment-là, on voit une personne de chez Apple qui prend le couvercle de la boîte, donc qui était le packaging de l'iPhone en question, et qui le laisse tomber comme ça sur se refermer tout seul. Et alors là, il y avait une espèce de communion autour de tout ça parce que c'était étudié pour tomber en 3 secondes exactement. Voilà. Donc tout est souci du détail, l'excellence, la qualité. Évidemment, là, on vous a mis un exemple, Rimowa, les valises en métal, donc ça appartient à LVMH. Gage de qualité, de durée de vie.
Et puis, on a aussi la Berry, qui n'est pas sur ce slide-là, mais c'est intéressant la Berry parce que typiquement, évidemment, ils font des tests, des blind tests, et dans le développement de leurs produits. Et si ils n'atteignent pas le top 2 des tests gustatifs, eh bien, ils écartent le produit et ils repartent en développement. Et puis, bon, on a aussi d'autres catégories, des plus petites marques. Là, on a cité Unbottled, qui est aussi intéressant parce qu'ils ne font aucune concession sur la qualité du produit, ni même de l'expérience client. Donc voilà, donc la première approche, c'est finalement une exigence obsessionnelle qui va permettre de travailler sur la qualité des produits et des services et donc finalement faire accepter aux clients de payer un peu plus cher. On attaque la deuxième. Oui, pardon, merci Pierre, j'ai un assistant de classe, grande classe. La deuxième approche, c'est de remettre la valeur là où ça compte vraiment pour le client. Et alors, ça passe par quoi? Ça passe par une écoute attentive. Et cette écoute attentive, typiquement, je vais attaquer directement les exemples. Sodebo, c'est génial parce que typiquement, ils ont un process, on va dire, de remontée de problèmes qui est assez intéressant et dont le nom dit tout de la démarche de la boîte, puisque le nom, c'est « Chouette, un problème ». Donc, c'est tout vous dire, finalement, sur leur démarche. Le deuxième exemple qu'on a, c'est EDF, donc, qui a travaillé sur des forfaits électriques justement spécifiques pour répondre aux attentes et aux besoins des télétravailleurs occasionnels. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette deuxième approche, finalement, c'est vraiment de penser utile, penser adaptation utile, et pour faire concorder finalement les valeurs de la marque avec celles du conso. On parle d'usage? On parle d'usage. Pierre, il m'a lâché, non? Oh ouais. Donc cette troisième approche, c'est justement revenir à la valeur d'usage. Et là, on a trois exemples. Le premier exemple qui est manifeste, qui est celui de Dacia. Alors Dacia, eux, finalement, ils ont choisi l'essentialité comme grille de lecture stratégique. C'est vrai qu'ils ont fait, d'ailleurs, c'est un peu le discours qu'ils ont dans leur publicité. Donc c'est juste l'essentiel, mais en revanche, c'est parfait. Et donc, ça propose finalement le meilleur rapport qualité-prix pour ce qui concerne la mobilité. Le deuxième exemple, Century 21, là encore, si on se réfère à leur publicité, on voit bien qu'ils nous invitent à retrouver le bon sens, c'est-à-dire finalement, on n'achète pas un bien pour faire de l'argent dessus, pour faire du profit, mais bien pour profiter. Donc c'est une façon de redéfinir justement cette notion de profit versus profiter. Et puis le troisième exemple qu'on a choisi, c'est Grit, donc qui est une marque de Accor. Là c'est hyper intéressant. Enfin je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait là on est en plein dans une démarche hyper responsable parce que tout le mobilier notamment est issu de l'économie circulaire. Tout ça associé à des prix hyper accessibles. La qualité de l'hospitalité, elle est nickel, elle est intacte. Et donc, on va dire que, là, je vais citer quand même cette phrase qui est exceptionnelle. C'est un concept qui premiumise l'expérience économique par la virtuosité de l'économie circulaire. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était tellement bien dit que je ne voulais pas l'écorcher, cette phrase. Voilà, et donc... Finalement, ces trois exemples, ils nous invitent à quoi? Ils nous invitent à finalement repenser les logiques qu'on a pour créer de la valeur dans nos différentes marques. Et on a un mot pour conclure. On a un mot pour conclure. Alors, donc, on va dire que finalement, pour être incontournable, désirable, la marque, elle doit être avant tout capable d'avoir une proposition de valeur juste. On a même parlé de contrat de valeur qui répondent plus à un besoin réel des consommateurs qu'à une tentation marketing de faire un coup, et puis qui permettent de revoir ces logiques de création de valeur. En un mot, on a choisi FAIR. Ça nous paraissait parfaitement adapté à cette logique de value for money. Et ça a l'avantage d'être clair. Merci à tous les deux. Je vais vous inviter à retrouver la salle. Et je vais demander tout de suite à Christelle Lacombe de TF1 Pub, Antoine Bullier, SNCF et Emmanuel Heride de Sub de Pub de me rejoindre sur scène. Et on
on attaque tout de suite avec une petite vidéo, une vidéo des étudiants de Sub de Pub. Vous allez voir, ils ont des choses intéressantes à nous dire. Ça sera l'amorce de cette table ronde. C'est parti pour la vidéo. On vit un peu dans une société de maintenantisme, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, en général, on le veut maintenant, enfin, on est très très pressé. On parlait d'une Bentley, évidemment, ça c'est vraiment un frein et la désirabilité, elle est complètement nulle par rapport à la valeur prix, enfin, c'est impossible. J'ai craqué sur des bottes 100 ou 300 euros, je sais que c'est un peu plus accessible, donc je vais un peu économiser, mais la désirabilité, elle va quand même prendre le dessus sur la valeur prix dans ce contexte. Pourtant, nous les jeunes, je pense qu'on est quand même conscients de l'impact que les marques ont sur la planète, notamment la fast fashion. Mais après, on se pose aussi la question souvent si on a vraiment le choix, puisqu'en fait c'est cher et qu'on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Souvent on désire une marque parce qu'elle porte nos valeurs, mais d'un autre côté, on n'achète pas forcément cette marque. Parce que de un, on ne peut pas, même si on est au courant des conditions dans lesquelles sont faits nos vêtements, on préfère acheter moins cher, même si les valeurs ne correspondent pas aux nôtres. Et là est le paradoxe de notre génération. Les grosses marques en fait, qui saturent sur le marché, elles sont là pour des objectifs d'image. Les plus petites marques qui, elles, veulent s'engager sur des vraies causes et montrer que leur produit est autant plus authentique. Je pense qu'il y a une forme de schizophrénie au sein de notre génération où on est tiraillé avec d'un côté des valeurs, une conscience écologique et de l'autre côté un consumérisme à outrance qui se concrétise très souvent sur des marques de fast fashion qui sont paradoxalement de véritables désastres écologiques. Les marques aujourd'hui devraient se poser la question puisqu'on est vraiment perdu entre ce que la marque dit et ce qui se passe réellement. D'ailleurs, nous les jeunes, on a plus tendance à écouter les influenceurs aujourd'hui puisqu'ils sont humainement plus proches de nous, alors que les marques, on a vraiment l'impression qu'elles essayent de tout faire pour se mettre à la page des valeurs de la société actuelle et perdre en crédibilité. Pour répondre à tout ça, elles vont se créer une identité. Ça peut s'apparenter à créer une identité comme une personne en fait, où elles vont du coup se créer une histoire avec autour des valeurs pour créer du coup ce lien social dans un monde où la consommation est hyper forte, où il y a plein de canaux de communication. Donc pour se démarquer, du coup elles vont créer ce lien social avec du coup cette identité, ces besoins, ces valeurs qui répondent du coup aux besoins des consommateurs. Du coup, aujourd'hui, en notre génération, elle se pose cette question de est-ce que ces marques, elles ont réellement des valeurs qu'elles poussent ? Est-ce que c'est une tendance pour faire joli et axer leur image et leur visibilité ? Ou alors, est-ce qu'il y a une espèce de pression sociétale où les marques, elles se sentent en fait juste obligées d'avoir un logo vert sur leur page web ou sur leurs produits ? Alors un grand bravo à ces étudiants, hein. Ils sont là, vous les avez à l'image. Et ils sont dans la salle. Donc on peut les remercier grandement d'avoir joué le jeu. Emmanuel, justement, Sub de Pub, Onacem Éducation, vous êtes enseignante référente et étudiant, les étudiants de Master 1, stratégie des marques et planning stratégique. J'ai une question. Quelles exigences en termes de valeur et leur rapport par rapport au prix à tous ces étudiants qu'on vient d'entendre ? Je crois que si on leur demande si les marques sont chères, ils vont tous dire oui, les marques sont chères. À l'inverse, quand on regarde un peu plus comment ils consomment, on voit très bien que la désirabilité l'emporte largement sur la valeur prix. C'est ce que disait d'ailleurs Elisa. Et bien sûr, cette désirabilité, elle ne doit pas être inatteignable. Hein. Dès que les marques sont devenues inatteignables comme Bentley, il n'y a plus de désirabilité du tout. Ça s'efface, quoi. Mais si Shein est aujourd'hui parmi les 10 premières marques préférées de la Gen Z en termes de vêtements, c'est aussi parce que Shein apporte plus que le prix. Bien sûr, c'est pas cher, c'est sûr, mais ça leur permet, d'assouvir leur désir de consommation. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un top, ils vont acheter 5 tops. Et tout ça pour un prix, finalement, qui leur paraît moindre. Donc, oui, je pense que la désirabilité est vraiment très forte sur les marques. Et on le voit bien sur les grandes marques qui sont toujours au top, comme Nike, Apple, etc., où là, il ne se pose même plus la question de la valeur prix. Donc oui, ils sont capables d'aller chez Shein parce que c'est pas cher et d'acheter le dernier iPhone, même si c'est cher.
On parlera un peu plus tard de ce paradoxe, justement. Ouais. Antoine, vous qui êtes pour SNCF, directeur de la marque, de la publicité, puis de tout ce qui est partenariat, j'ai une petite question par rapport à ça. Vous êtes sur une marque emblématique, hein, SNCF, on le sait. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça revêt en termes de notion, de valeur? Ça, c'est important. Et surtout, comment vous conciliez cette demande de valeur avec les prix que vous proposez? Ce n'est pas un piège, hein, mais en tout cas, bon, c'est la vraie question. On va y venir, je pense. En fait, la valeur est question du rapport et de l'endroit où on regarde la marque. Il y a évidemment les valeurs de l'entreprise. Donc nous, c'est très engagement, efficacité, ouverture. Donc c'est des valeurs assez structurantes et qui arrivent à mobiliser l'interne. On en parlait tout à l'heure, mais ça me semble être un élément important. Hérité finalement d'un héritage public, hein, d'un ADN public. Et justement, cet ADN public, il tronque aussi un peu la notion de valeur qu'on a de la SNCF. C'est-à-dire que si on se place du point de vue du public, c'est une entreprise dont l'actionnaire est l'État est actionnaire à 100%, et donc elle appartient à tout le monde. Et ça fait un paradoxe qui est, ça devrait être gratuit en réalité. Le raccourci est assez rapide en général dans la tête des gens. Et puis il y a la réalité de la génération de valeur de la SNCF aujourd'hui qui a évolué. Qui est un groupe qui génère 40% de son chiffre d'affaires à l'international, qui est un groupe qui n'est plus constitué d'établissements publics mais de sociétés anonymes, et qui est un groupe qui a des activités qui sont, pour certaines, ne seront pas ouvertes à la concurrence et resteront des services publics, d'autres qui vont s'ouvrir à la concurrence et d'autres qui sont déjà dans la concurrence. Donc, en fonction du regard et de l'endroit où on se place, cette notion de la valeur sur le sujet de la SNCF a évidemment une emprise différente et évidemment un impact sur le prix aussi. On parle du groupe, donc en une seconde aussi, quelle est la contribution, on n'avait pas un petit peu parlé, quelle est la contribution finalement de la SNCF, du groupe SNCF par rapport à ce qui se passe sur les territoires notamment? C'est le sujet. Je salue mon ami Quentin, mais on a en commun chez Orange et SNCF, je pense, d'être assez game changer en fonction de l'endroit où on s'implante ou pas. Et donc on a un rapport micro-macro à toujours gérer entre nous, pour ce qui concerne la grande vitesse. L'arrivée de la grande vitesse dans une ville peut changer globalement l'attractivité et la valeur d'un territoire. Et puis le fait de desservir ou pas avec des solutions de proximité jusqu'au dernier mètre, on va dire, peut changer tout à fait la valeur d'un territoire. Donc c'est aussi des choses de valeur partagée très difficiles à manier et qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. On reviendra sur ce sujet, notamment de l'apport. Christelle, j'aimerais voir avec vous, vous êtes directrice du pôle annonceur sur TF1 Pub, donc en fait, il y a une vraie question, c'est déjà, vous aimez utiliser cette notion, on en a parlé récemment, le temps des valeurs. Le temps des valeurs. Et dites-nous comment vous situez tout ça dans une équation qui est importante pour vous, qui est celle de la valeur délivrée au public, hein, quand on s'appelle TF1, et puis celle que vous délivrez aux annonceurs. Effectivement, chez TF1, la complexité, c'est qu'on doit réconcilier les valeurs pour le public et puis ça marchait pas. Et les valeurs pour nos annonceurs. Et il faut qu'il y ait une logique et que tout ça se réponde et surtout qu'elles se construisent l'une l'autre. Donc je m'explique, pour le public, effectivement, nous, notre engagement, c'est les Français ensemble. On veut vraiment être vecteur de lien social et de créer des valeurs communes pour les Français. Donc ça permet effectivement de les rassembler. Ça nous permet d'avoir un public large. Aujourd'hui, on s'adresse encore à tous les publics. Et c'est la volonté de TF1. Ça fait partie des missions qu'on se donne et de nos valeurs, de s'adresser à tout le monde. On veut aussi être représentatif de la société. C'est les investissements qu'on fait dans nos fictions, que ce soit évidemment dans les castings, mais aussi dans les arches narratives, parler des sujets de société, voilà, et parfois des sujets difficiles, mais qui génèrent des conversations du coup aussi au sein des foyers. Et ça, c'est intéressant. Et en fait, c'est ça qui, pour nous, crée une valeur économique et donc qui fait le lien avec la valeur qu'on apporte aux annonceurs. Donc, en fait, le fait que nos programmes soient très engageants, donc ça, on a eu, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on a eu des tas d'études qui ont montré que quand les programmes sont engageants, quand le public a confiance dans nos infos, quand ils regardent un reportage dans un JT de TF1, ils savent que ce qui est dit, ce qui est montré, c'est vrai, ça existe, et que ce n'est pas une fake news. Et donc tout ça, ça crée une qualité et une richesse d'engagement qui a de la valeur, du coup, pour la publicité.
puisqu'on l'a montré quand on est dans ces écrins publicitaires. La publicité, les KPI de marque sont beaucoup plus impactants, beaucoup plus élevés. Vous avez des meilleurs résultats de branding et tous ceux qui sont dans la salle le savent, les intentions d'achat. Et notamment, ça permet, ça fait le lien avec ce qu'on a vu dans l'étude de Kantar, on sait que quand on est dans ces écrins publicitaires, on peut se permettre de vendre plus cher. Donc ça crée de la valeur pour la marque. Et donc nous, c'est toute cette équation qu'on doit réconcilier pour à la fin créer de la valeur pour vous, pour les marques. Très clair. Emmanuel, j'aimerais qu'on revienne à ces jeunes générations et que vous nous disiez un petit peu comment ils voient l'engagement des marques au regard des prix qui sont pratiqués. Les petites marques qui s'engagent, ils trouvent ça très bien, hein, mais ils ne trouvent ça que très bien, quoi. Et c'est une génération qui est extrêmement sollicitée. Bien sûr, c'est la génération que les marques sollicitent le plus et qui sont sur les réseaux et qui sont très influencées par les grandes marques. Et donc, du coup, eh ben, leur préférence va toujours aux grandes marques. Il faudrait qu'il y ait plus de plateformes comme la nouvelle plateforme de Wigo qui dit être écolo sans le faire exprès, quoi. Ouais. Ce serait bien que les marques fassent plus ça, effectivement. Voilà. Et ce serait pour eux l'idéal, quoi. Très passif peut-être, non? Oui, est-ce que c'est eux, consommateurs, qui doivent s'engager ou est-ce que c'est les marques qui doivent s'engager et permettre une offre accessible aux consommateurs? C'est la vraie question. C'est la vraie question, effectivement. Antoine, justement, cet engagement, comment vous arrivez à le faire vivre et puis surtout, est-ce qu'il est conciliable avec une politique de prix accessible? Alors, ce qui est intéressant avec la marque SNCF, c'est que notre activité, par nature, fait partie des solutions d'engagement pour la planète, en réalité. C'est-à-dire que plus on développe le fer et moins on va vers le carbone. Et donc, c'est consubstantiel même de notre activité, voire de notre raison d'être. Hein. Notre raison d'être, c'est agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Donc, vraiment, on fait partie de cette solution. Après, on doit composer, encore une fois, avec des réalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a des parties de notre activité qui sont subventionnées et donc sur lesquelles on a des tarifs plus accessibles. Et puis, on a des parties de notre activité qui ne le sont pas et qui doivent vivre sur fonds propres et qui sont ouvertes à la concurrence. Donc, je pense à la partie grande vitesse et TGV, évidemment, puisqu'on a tous en tête le prix du Paris-Lyon du vendredi soir à 20h30. Et bien, cette activité-là, elle doit vivre sur fonds propres. Et là, on va pratiquer le yield management. Ceci dit, le yield management est aussi une façon d'appréhender une mécanique de prix qui offre, on a à peu près 50% des places qui sont en dessous de 40 €. Donc c'est essayer de travailler cette accessibilité. Les cartes en font partie, les offres type Inouï, Ouigo, pardon, évidemment, en font partie. Mais dans cette mécanique, il y a quand même un système vertueux d'engagement. C'est que finalement, les bénéfices de toutes les activités des SNCF sont reversées à la construction du rail, à la modernisation du rail. Ça, on le sait peut-être assez peu, mais finalement, que ce soit un TGV ou un autre mode SNCF, tout ça va dans le sens du développement du rail, en fait, en réalité. Oui, puis quelque part, ça sert les territoires, du coup. Complètement. Christelle, lorsqu'on parle de valeur engagement, quelles sont les actions concrètes, je dirais, vis-à-vis de votre public, déjà, dans un premier point, puis aussi vis-à-vis des marques? On le sait, tout le monde est de plus en plus exigeant. Donc, quelles sont les actions concrètes que vous menez? Alors, pour moi, elle est hyper importante, cette question. Puis c'était intéressant de voir justement les étudiants qui disaient on ne sait pas trop si les marques, elles parlent des valeurs ou pas. Et c'est vrai que les actions, pour moi, c'est vraiment crucial. On ne veut pas juste avoir des valeurs dans un hall d'entrée d'une entreprise. Et donc, nous, les actions, on en a beaucoup, mais j'en ai choisi deux. La première, c'est la qualité de l'information dans un monde où on sait que la fake news, c'est très complexe. Donc, par exemple, des actions qu'on a faites et qui, pour moi, étaient hyper importantes, c'était aux dernières élections, lors des débats, on avait en live des personnes qui checkaient tous les chiffres qui étaient avancés par les candidats en live pendant les débats. Donc, on avait un QR code à scanner et ils remettaient en contexte le chiffre qui souvent était sorti de son contexte. Donc, c'était quelle étude, à quelle date, sur combien de personnes, etc. Et donc ça permet de crédibiliser, de créer de la valeur pour notre info. Donc ça, c'est quelque chose de très important et je suis assez fière de ça. Donc ça fait partie des actions. D'autres actions, si on parle plutôt environnement, on s'est engagé à avoir dans tous nos JT des reportages, des documentaires et des informations autour de l'environnement et de notre planète. Donc cette année, à fin octobre, on était à 1000 reportages dans nos JT.
ce qui est déjà 37% de plus que l'année d'avant complète. Donc on va probablement finir autour de plus 50%. Et ne serait-ce que le chiffre en valeur absolue, il est extrêmement significatif. Donc on s'est vraiment donné ce rôle voilà, d'éveiller les consciences, d'éduquer, de donner quelques tips aussi, parce que les gens ne savent pas toujours quoi faire. Ils voudraient faire des choses et ils ne savent pas quoi faire. Donc on s'est donné ce rôle-là aussi à travers les infos. Et ça, c'est aussi quelque chose, une action concrète qu'on peut mesurer, quantifier, et les gens le voient, et c'est ça qui est important. Pour nos annonceurs, toujours sur l'environnement, comment on fait le lien entre les deux ? Il y a un an, TF1 a pris le lead sur la création de la fresque de la publicité. Donc c'était une volonté du groupe de créer cette fresque aussi pour éduquer et éveiller les consciences de notre profession, en fait. Mais on l'a donnée, après, elle est en open source. Donc l'idée, c'était vraiment de la créer et d'éveiller et d'embarquer avec nous toute la profession. Mais voilà, elle est sur le marché, elle est en open source, elle est disponible pour tout le monde. Il n'y a pas derrière de recherche financière sur le sujet. C'est vraiment un engagement, encore une fois, du groupe. Donc voilà, j'ai des tas d'exemples comme ça, mais ce que je veux dire, c'est ce qui est important, c'est d'avoir vraiment des actions concrètes qui justifient de pouvoir dire « je suis engagé, j'ai sur telle ou telle valeur ». Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on voyait tout à l'heure avec Pascal Dumurger. Emmanuel, on va revenir sur cette question de paradoxe. Le contexte actuel, finalement, est-ce que ça nourrit pas ce paradoxe dans les nouvelles générations entre la désirabilité, l'engagement éco et autres? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un paradoxe qui est là? Si, c'est une génération très paradoxale, qui n'est pas paradoxale d'ailleurs. Je pense qu'on l'est tous. Mais d'autant plus celle-là, c'est vrai que c'est une génération qui est plus entre le moi et le nous, beaucoup plus que les aînés, donc la génération Y, qui était plus le moi, et le nous au moins un peu moins, donc beaucoup plus communautaire, mais aussi donc plus communautaire, donc plus aussi influencé par les influenceurs, hein, comme leur nom l'indique. Et voilà. Mais c'est aussi une génération qui sait qu'elle ne va pas changer le monde si elle achète de la fast fashion. Elle ne va pas sauver le monde, en tout cas avec ça. Et elle n'a pas tort. Et donc, du coup, elle est plus critique par rapport aux engagements des marques et des habillages qu'ils façonnent. Hein, c'est-à-dire, comme le disait Jeanne, mettre un logo vert sur la homepage du site. Hein, et je reprends la SNCF qui nous dit « Et toi, quel écolo tu es ?» Es-tu ou tu es? Non, tu es. Tu es. Qui certainement, effectivement, hein, a vraiment des engagements environnementaux très forts. Mais ce qu'il reste dans la tête de la Gen Z, c'est que finalement, le train, il est 2,6 fois plus cher que l'avion. Est-ce que c'est écologique, tout ça? Voilà, donc il y a cette dissonance entre les deux. Je pense qu'aujourd'hui, la Gen Z, elle a plus de transparence et d'équité, et elle n'est plus du tout dans le en même temps, quoi. Un mot de rebond? Oui, je pense que c'est le rôle crucial et central de la marque, c'est-à-dire que de ne pas déconnecter l'entreprise de la société dans laquelle elle vit. Et ce trait d'union-là, c'est notre rôle de communicant, et c'est notre rôle d'arriver à manœuvrer avec cette marque qui, d'ailleurs, et alors dans le cas des SNCF, plus que pour toute autre marque, ne nous appartient pas complètement, nous, en tant que communicants. Elle appartient aussi à ceux qui l'aperçoivent, en fait, en réalité. Et ce trait d'union, qui est très sensible, et ce lien avec la société, et cette reconnexion avec la société, elle se fait par la marque. Oui, puisque la marque, finalement, vous n'en êtes pas complètement maître, surtout quand on parle de la SNCF. Absolument pas. Non, il faut composer avec. Mais en fait, on manie une substance vivante qui est autant interprétée que travaillée, en réalité. Et c'est avec ça, c'est ce vecteur de connexion qu'il faut absolument chérir et bien travailler. Christelle, pour terminer cet échange, comment vous développez tout cela dans le contexte incertain qu'on a aujourd'hui, hein, et puis tous les impacts économiques? Comment vous restez, je dirais, toujours au point pour proposer des choses? Alors, dans le cadre du sujet des valeurs, je pense qu'il faut vraiment revenir à l'origine de ce qui a fait le succès d'une marque ou d'une entreprise au départ. Donc, si on prend TF1, c'est effectivement l'accessibilité qui était justement la gratuité de ce contenu de qualité. Et donc, les valeurs, on ne peut pas vraiment les changer. On peut peut-être en avoir une en plus ou modifier. Ce n'est pas une tendance. Donc, on est toujours, à un moment, on a été créé sur quelque chose et on doit continuer à travailler sur cette origine. Et du coup, je pense que personne n'est passé à côté, parce qu'il se trouve que c'est arrivé cette semaine-là aussi. Donc, on a annoncé le lancement de TF1+, donc, qui est notre nouvelle plateforme de streaming qui arrive en janvier.
Et en fait, quand on s'est posé la question de lancer cette plateforme, on s'est posé la question de gratuit ou payant, puisqu'aujourd'hui, en fait, les gros concurrents, Netflix, Disney, etc., sont payants. Et en fait, on est revenu sur ces valeurs. C'est comment s'est construit TF1, d'où on vient. Et nous, notre rôle, c'est pas d'être payant, c'est d'être gratuit. Et donc, ça a été assez une évidence pour notre président Rodolphe de dire non, nous, on sera gratuit et la plateforme sera gratuite parce que les valeurs de TF1, c'est pour tout le monde. C'est la gratuité, c'est l'accessibilité à des contenus de qualité, mais pour tout le monde. Donc, c'est comme ça que ça a été décidé. Et donc, voilà, l'agilité, c'est être dans la tendance, être dans le mouvement. Donc, la plateforme de streaming, mais avec ses valeurs. Avec ses valeurs, c'est-à-dire le retour à son propre ADN. Merci à tous les trois.